Très heureux de vous souhaiter la bienvenue ce soir, de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur les droits de la nature. Alors, avant de démarrer cette session incroyable que nous allons avoir aujourd'hui, avec de nombreux intervenants très importants et de nombreuses questions importantes à aborder, je voudrais vous faire partager quelques informations techniques. Nous sommes en live, en direct sur Facebook en anglais. Et pour tous les francophones, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom et là, vous pourrez écouter les services des interprètes. Donc, en français à présent. Extrêmement importante sur les droits de la nature et les droits humains avec des invités de taille. On est en live sur Facebook en anglais, mais si vous voulez écouter l'interprétation française, il faut venir en Zoom. Le lien est dans l'événement. Vous venez sur Zoom, vous cliquez sur le petit bouton interprétation et normalement, vous devriez pouvoir écouter l'intégralité de la conférence en français. So I come back to English. I just said in French that interpretation was Donc, comme available. je l'ai dit en français, l'interprétation est disponible en français sur Zoom. Et pour les anglophones, si vous voyez qu'il y a trop de participants connectés sur Zoom et si vous voyez que la connexion se ralentit, n'hésitez pas à retourner sur Facebook. Pour le moment, en tout cas, tout va bien. Mais à un moment donné, si vous voyez que nous sommes trop nombreux sur Zoom, n'hésitez pas à basculer sur Facebook. Vous avez également la possibilité de partager cette vidéo live si vous le souhaitez. Pour cela, vous devez simplement vous rendre sur Facebook, copier-coller le lien vers la vidéo et puis le poster sur votre page ou sur toute autre page. Mais faites quand même un petit peu attention à ce niveau-là. Nous avons donc des services d'interprétation qui sont disponibles jusqu'à la fin de nos discussions ce soir. Et je pense que nous sommes prêts à démarrer, à moins qu'il n'y ait un problème technique particulier chez l'un ou l'autre des participants. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur Facebook ou sur le chat de Zoom. Nous avons des membres de l'équipe, notamment philippines, qui sont là pour nous aider à filtrer les questions et en tout cas à nous les transmettre. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions. Avec l'interprétation française, vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais aux différents intervenants de ce soir dans le live Facebook ou alors dans le Zoom, comme vous le souhaitez, et nous ferons remonter vos questions aux intervenants tout au long de la conférence. Vous pouvez aussi copier-coller la vidéo si vous voulez la diffuser en ligne. Il vous suffit donc de copier-coller la vidéo sur Facebook, de la coller sur une autre page, et comme ça, elle pourrait être diffusée au plus grand nombre. So maybe now we can begin for real this very important conference. Bien, je pense que nous pouvons à présent démarrer cette conférence très importante et je vois que nous avons des participants des quatre coins du monde et je m'en réjouis et je voudrais avant tout vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite bien entendu la santé, mais aussi la victoire et la justice pour la terre et la nature. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous et pour vos proches. Nous traversons une période assez difficile et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de diffuser ces messages d'amitié et de solidarité et ce au-delà de nos frontières. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir ce soir. C'est la troisième conférence sur les droits de la nature que nous organisons au sein du Parlement européen. Vous retrouverez cet événement en ligne. Et je pense que c'est vraiment un événement très important. Nous ne nous contentons pas d'organiser cette conférence, nous prenons également des notes de tout ce qui est dit au cours de ces webinaires. Et à la fin de cette série de conférences, nous souhaitons vraiment pouvoir formuler des propositions pour amener des changements dans nos politiques. Nous organisons cette série de conférences avec l'aide et l'appui de mes collègues du groupe des Verts, du groupe de travail biodiversité. Ils ont déjà participé à ces événements. C'est une initiative collective que nous lançons. Et donc ce soir, nous nous réunissons pour discuter d'un thème qui est les droits de la nature
et les droits de l'homme. Finalement, quels sont les liens entre les deux? Et justement, on vient de reconnaître qu'une jeune femme noire est décédée récemment en raison de la pollution atmosphérique, une pollution que nous aurions pu éviter. Et nous savons que le quartier dans lequel elle vivait est vraiment touché par cette pollution atmosphérique, contrairement à d'autres quartiers. Et nous avons également des rangers qui ont été tués au Congo dans leur travail et ils sont décédés parce qu'ils voulaient protéger les forêts et la nature dans une zone de conflit. Et je pense qu'il est très important de pouvoir défendre les ressources naturelles en Éthiopie. Nous avons également vu la même chose des États-Unis il y a quelques décennies. Des exploitants agricoles ont été chassés de leurs terres parce que des autorités étrangères avaient décidé que le pays avait besoin d'un parc naturel et que ces parcs naturels exigent l'absence de toute activité humaine et de toute présence humaine. Et ceci a entraîné des violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, partout dans le monde, nous voyons des personnes qui sont touchées par la crise sanitaire qui est causée par notre surexploitation de la nature et des animaux. Et les personnes qui décèdent de la COVID sont les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, mais aussi les communautés les plus vulnérables qui n'ont pas accès aux soins de santé et à la protection sociale. Et ce sont seulement quelques exemples qui montrent que la non-reconnaissance des droits de la nature sont à l'origine de ces violations des droits de l'homme et du droit à la vie, tout simplement. Et le message que j'aimerais faire passer avec cette conférence, eh bien, c'est qu'il y a justement des liens très forts entre les droits de la nature et les droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas faire respecter les droits de l'homme si nous ne respectons pas les droits de la nature. Ces droits vont de pair et c'est le thème que nous aimerions aborder ce soir avec nos intervenants distingués. Alors, nous n'avons pas énormément de temps à notre disposition et nous avons énormément d'intervenants de qualité à écouter. C'est la raison pour laquelle j'aimerais leur céder la parole immédiatement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à David Boyd ce soir, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme et l'environnement, mais aussi professeur à l'Université de Colombie-Britannique. Il est auteur également, il est au Canada. Il a rédigé une dizaine d'ouvrages, y compris The Rights of Nature et The Environmental Rights Revolution. Ce soir, nous accueillons également Stefan Mikaelsson, qui est membre du Parlement sami de Suède, et ce depuis 1993. Il est aujourd'hui président de la commission entreprise et tout au long de sa vie, il s'est battu pour la reconnaissance et la protection des droits du peuple sami et il nous parlera des liens qui existent entre les droits de ce peuple et les droits de la nature. Nous accueillons également ce soir Valentijn Punt des Pays-Bas, associé européen au sein du Earth Law Center et co-auteur d'un guide pour les praticiens intitulé Earth Law Emerging Ecocentric Law. Il va nous parler également des droits de la nature ce soir. Nous avons également la possibilité d'aller de l'autre côté de l'océan Atlantique ce soir. Nous accueillons Tish O'Dell, organisatrice communautaire pour le CELDF, qui est le Fonds communautaire pour la défense juridique de l'environnement. Elle nous vient des États-Unis. Elle a aidé des centaines de communautés à travers l'ensemble du pays à développer des lois innovantes pour protéger l'environnement qui les entoure, y compris la première loi du pays qui reconnaît les droits d'un écosystème, à savoir le lac Erie, avec la déclaration des droits qui date de 2019. Elle nous parlera de tout cela tout à l'heure. Et enfin, et ce n'est pas la moins importante, bien entendu, Ngozi Uwinigbe de l'Université du Bénin, du Nigeria, qui est spécialiste dans la politique environnementale, le droit et l'éthique. Elle met l'accent en particulier dans ses recherches sur le rôle des peuples autochtones pour la préservation de la nature. Elle travaille également au sein des Nations unies et de l'UICN. Et nous sommes très heureux d'accueillir tous ces intervenants, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis également très heureuse de pouvoir accueillir trois eurodéputés de groupes politiques différents. Mohamed Chaim, tout d'abord, qui nous vient du groupe socialiste du Parlement européen.
européen. Nous allons également accueillir Sirpa Pietikäinen de Finlande, du groupe du PPE au sein du Parlement européen. Et nous accueillons également Petros Kokalis, qui nous vient de Grèce et qui vient de la gauche européenne au sein du Parlement européen. Il est très important que nous puissions unir nos forces au-delà des séparations entre les groupes politiques pour faire passer ces messages. Et ces 3 eurodéputés s'y sont engagés et je suis très heureuse de pouvoir les accueillir. Alors, je vais vraiment me taire maintenant, je vous le promets. N'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat de Zoom, soit sur Facebook. Vous disposez des services des interprètes en français sur Zoom et je voudrais immédiatement donner la parole à David Boyd. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Marie. C'est un grand plaisir pour moi que de vous rejoindre aujourd'hui depuis la côte occidentale du Canada. Et je pense qu'il est très important lorsque l'on parle ensemble de réfléchir à une vision globale. La Terre est la seule planète qui nous donne la possibilité de vivre et c'est la seule maison que nous ayons. Et je pense que nous devons vraiment reconnaître la chance que nous avons de vivre sur cette planète bleue. Mais aujourd'hui, nous voyons la chute de la biodiversité, les changements climatiques. Nous avons également des millions de décès chaque année de façon prématurée en raison de la pollution. Nous avons également des maladies infectieuses qui se répandent comme la COVID-19. Et je pense que nous avons le GIEC, nous avons des jeunes, des peuples autochtones qui essayent de faire passer le même message. Nous devons absolument instaurer des changements radicaux pour faire face à ces crises mondiales. Nos droits environnementaux, nos lois comme les conventions sur les changements climatiques n'ont pas été à la hauteur de ces défis aujourd'hui et c'est là que les droits de l'homme entrent en ligne de compte. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé au cours de ces derniers siècles, eh bien, vous verrez que les droits de l'homme sont également un catalyseur pour ces changements. Si vous regardez l'abolition de l'esclavage, la fin de l'apartheid, l'émancipation des femmes, le mouvement des droits civils, la reconnaissance des droits des peuples autochtones, des personnes en situation de handicap, c'est tout cela qui a permis justement de faire intervenir ces changements radicaux. Ce n'est pas facile, bien entendu, cela n'intervient pas du jour au lendemain, ce n'est pas un remède miracle, mais c'est un outil très important. Et dans le cadre de cette crise environnementale, je pense qu'il est très encourageant de pouvoir reconnaître l'évolution et l'apparition de ce droit humain à vivre dans un environnement sain et la reconnaissance des droits à la nature. C'est en 1972, lors du sommet de la Terre en Suède, que l'on a parlé pour la première fois de ce droit à vivre dans un environnement sain. Et ceci a permis d'avoir une incidence sur les droits environnementaux dans des centaines de pays. Cela a eu une incidence sur les constitutions en Afrique, en Amérique, en Asie, dans le Moyen-Orient. Et je peux vous dire que la Convention européenne des droits de l'homme est la seule convention finalement qui n'intègre pas ce droit à un environnement sain et de qualité. Et je pense que c'est assez décevant et c'est quelque chose que l'on doit vraiment modifier. Et donc, je pense que le Parlement européen doit absolument travailler sur ce point et ajouter un protocole à cette Convention européenne pour reconnaître ce droit à vivre dans un environnement sain. Pour le moment, c'est reconnu dans plus de 80% des pays à travers le monde. Et je pense que cela permet vraiment de lancer un changement. Nous avons besoin de couvrir des points comme par exemple de l'air pur, une eau sûre et en quantité suffisante, une biodiversité, une alimentation produite de façon durable et un environnement non toxique où les gens puissent vivre, travailler, étudier et jouer dans des écosystèmes en pleine santé et sûrs. Les droits de la nature sont un concept très ancien qui doivent être reconnus au niveau mondial. Et justement, en tant que rapporteur spécial, j'essaye d'encourager les États à faire promouvoir une résolution des Nations unies pour que l'on puisse reconnaître que chacun a le droit de vivre partout dans un environnement sain. Parallèlement à cela, au cours de ces dernières années, nous avons vu justement le développement de ces droits de la nature qui
sont fortement ancrés dans les cultures autochtones partout dans le monde. Mais je pense que nous devons vraiment nous pencher sur la Constitution de l'Équateur, par exemple, qui compte 4 articles très puissants en ce qui concerne les droits de la terre-mère. Nous avons également la loi sur la terre-mère en Bolivie, la première loi qui reconnaît les droits de la terre nourricière. Il y a de nombreuses communautés aux États-Unis qui ont adopté des lois locales relatives aux droits de la nature. Je suis sûre que Tish nous en parlera. Nous avons également des lois qui émergent en Ouganda. Il y a également des arrêts de cours et de tribunaux partout au Bangladesh, en Bolivie, en Inde, au Mexique. Il y a également des lois qui nous viennent de Nouvelle-Zélande, notamment en 2014, une loi qui a été adoptée pour reconnaître les droits de la terre-mère et des écosystèmes. Une autre loi qui permet également de protéger les droits des rivières et des fleuves. Et donc, nous voyons de nombreuses évolutions et c'est passionnant. Les droits de la nature représentent un concept très puissant parce que cela permet de redéfinir notre relation avec le monde naturel. Et si on regarde les relations entre le droit à un environnement sain et les droits de la nature, eh bien, on voit qu'il y a également des évolutions passionnantes qui sont intervenues au cours des années passées, notamment avec un rôle de pionnier joué par l'Amérique latine, en Colombie, en Bolivie, au Mexique, grâce à la promotion de ce droit à vivre dans un environnement sain, qui est un droit de l'homme. Mais ces tribunaux, ces cours, dans leurs arrêts récents, ont également défini le fait que le respect de ce droit humain entraîne également la reconnaissance des droits de la nature en tant que telle. Donc, par exemple, les cours interaméricaines et le droit à cet environnement sain est reconnu comme un droit de l'homme vraiment unique en son genre, puisque cela reconnaît les droits des forêts, de l'eau, des rivières, etc. Et nous avons justement une affaire qui a été présentée devant la Cour suprême en Colombie, basée sur ce droit à l'environnement. Les jeunes ont remporté cette affaire et ont obligé le gouvernement à mettre un terme à la déforestation en Amazonie. Et la Cour a également indiqué que la forêt amazonienne dispose elle aussi de droits opposables et il en va de même pour la protection des écosystèmes, des mangroves. Et donc, ce sont des évolutions juridiques passionnantes qui permettent justement de réunir ces deux droits importants, les droits de l'homme, le droit à un environnement sain et les droits de la nature. Et je pense que c'est essentiel si nous voulons régler le défi des changements climatiques aujourd'hui, parce que finalement, chers amis, la nature, ce n'est pas une ressource que l'on peut exploiter, c'est une communauté dans laquelle nous avons beaucoup de chances de vivre. Et j'ai hâte d'entendre les intervenants qui prendront la parole ce soir. J'ai hâte également d'écouter vos questions et je voudrais vraiment vous remercier d'être là pour défendre les droits de la nature, les droits de l'homme et cette magnifique planète. Eh bien, merci beaucoup, David. Merci pour le travail que vous accomplissez pour défendre les droits de la nature. C'est vraiment une source d'inspiration pour nous tous. Nous essayons de façonner le monde d'une façon différente. Alors, vous n'avez pas tout à fait utilisé tout le temps qui vous était imparti, en fait. Donc, nous avons encore la possibilité de vous poser quelques questions et pourriez-vous nous dire où nous en sommes au sujet de la reconnaissance de ces droits de la nature et comment nous pouvons vous aider pour avancer sur ce point? Bien sûr, il y a des mesures en place afin de reconnaître la résolution des Nations Unies des droits de la nature. Et, et donc, on se base maintenant sur l'action des conseils des Nations Unies et toutes les organisations partout dans le monde ont demandé donc au Conseil des Nations Unies d'approuver une résolution sur les droits à un environnement sain. Et nous voulons aussi demander une résolution similaire auprès de l'Assemblée générale parce que c'est vraiment, on veut vraiment suivre ce qui a été fait il y a plusieurs années par la France, vraiment avoir un impact. Et donc, nous voulons vraiment mettre en place un seul droit pour attendre une reconnaissance universelle de ce droit. Et merci beaucoup pour la question, Marie.
J'invite tout le monde, bien sûr, à consulter le site Internet et à visiter ce site. On mettra à disposition les liens dans le chat. Et maintenant, je passe la parole à Tisha Odell des États-Unis qui nous expliquera quels sont les liens entre les droits humains et les droits de la nature. Donc, vous avez traversé des situations très difficiles et vous avez fait face à des situations difficiles avec le lac Erie. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé et quelles sont les leçons que vous avez apprises sur la base de cette expérience? Merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Merci Marie, merci David, vraiment, pour avoir introduit un peu ma présentation. C'est vraiment une histoire des États-Unis et de notre communauté. Mais d'abord, je voudrais dire que mon travail avec la communauté dans les dernières années a vu une évolution en termes de droits de la nature et aussi dans les liens avec les droits humains. Ma question est s'il y a vraiment une dichotomie, donc une séparation nette entre les droits humains et les droits de la nature, ou s'il y a un lien et qui vraiment est le bénéficiaire de ce lien de la situation actuelle. Effectivement, il faudrait se poser la question, on parle de quels droits humains? Les gouvernements comme les États-Unis et la France ont créé des dynamiques pour lesquelles on dit au public qu'il y a une opposition entre les droits humains et les questions climatiques. Par exemple, il y a eu des taxes qui ont été exploitées aussi pour faire face au changement climatique et aussi pour quelque façon souligner la responsabilité des pollueurs. Je pense aussi qu'il faudrait être honnête et dire qu'il y a un conflit entre les activités des êtres humains et les droits de la nature, mais pas un conflit entre les droits humains et les droits de la nature. Et pour les générations futures, les droits de la nature protégeront aussi vraiment les sources de la vie. Et, donc, nos actions d'aujourd'hui sont en train de voler les futures des générations et des nouvelles générations. Donc, les maladies, du manque de ressources hydriques. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer des photos vraiment de notre expérience. J'espère que vous puissiez les voir. Est-ce que vous voyez ma présentation, mes photos? Donc, l'expérience que j'ai en travaillant à Noyo avec les communautés locales, c'est un peu une histoire de comment les droits de la nature ont évolué dans ces domaines. C'était vraiment un matin du mois d'août quand on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec l'approvisionnement d'eau. Et donc, les gens ont commencé à se déplacer en voiture pour avoir de l'eau potable parce qu'il y avait un souci avec l'eau potable. Et pas tout le monde avait un moyen de transport pour approvisionner de l'eau. Et donc, il y a eu des personnes qui sont restées sans eau. Donc, vous voyez que négliger les droits de l'intrus, ça veut dire aussi porter atteinte aux droits des personnes et donc créer des urgences, des situations compliquées. Et donc, pendant plusieurs années, sur les citoyens qui ont dû vraiment payer pour les pollueurs, pour les dommages qui ont été provoqués par les pollueurs et pas les vrais responsables. Donc, les citoyens, le gouvernement, les citoyens ont vécu cette crise, mais ça, ce n'était pas une surprise. Aussi, les déchets de l'agriculture ont causé ont endommagé l'environnement. Et on a beaucoup
réfléchi sur les solutions et les problèmes et les citoyens même se sont rendus compte. Et donc, se sont rendus compte de la nécessité, le besoin de protéger les droits humains et les écosystèmes. Et donc, les dommages des écosystèmes, les écosystèmes endommagés ont vraiment des répercussions nettes sur les vies des gens, donc sur les droits humains. Et donc, on a vu vraiment une attente au lac et à la situation du lac. Et donc, les gens ont aussi compris qu'il y avait un ennemi commun. Et ils se sont rendus aussi que l'État était plus intéressé à la protection des pollueurs, des gens qui polluent, plutôt que à défendre et protéger les citoyens. Et donc, c'est comme ça que la déclaration des droits du lac a été rédigée, comment elle est née. Donc, le premier droit donc, qui a été adressé, c'était le droit du lac même, donc le droit d'exister. Et bien, le deuxième droit, c'est le droit des gens, donc à un environnement sain et propre. Et cela inclut aussi les droits du lac à ne pas être pollué, donc un environnement sain. Et oui, c'est vrai que l'agriculture et les entreprises sont soutenues, ont le soutien du gouvernement. Mais un juge fédéral a rendu un jugement qui était favorable aux citoyens et pas aux entreprises. Et en 2019, et McFern et l'État de l'Ohio a vraiment mis en œuvre une action très importante. Et ils ont vraiment rédigé une lettre très importante. Ils ont fait un appel à la Cour en disant que les lacs donnaient de l'eau potable à plusieurs personnes, ainsi qu'aux animaux et aux plantes. Donc, c'était vraiment fondamental de protéger cette eau. Et, et donc, ils ont aussi que le cerveau des êtres humains aussi ne peut pas marcher sans l'eau. Est composé par les 73% d'eau. Et donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui dépendent de ce lac. Et il est très important de le protéger. Et donc, ils ont aussi présenté différentes raisons devant le tribunal pour soutenir la protection de ce lac, en affirmant l'importance donc de protéger l'environnement. Peut-être ils ont dit, d'autres juges n'ont pas voulu voir l'importance de ce que nous vous présentons aujourd'hui, mais vous verrez comment ça c'est important. C'est une question vraiment de justice. Et ça, et tout ça arrive grâce aux gens qui vraiment veulent s'engager pour la protection de l'environnement dans notre communauté. Et donc, c'est important de rejoindre ce mouvement pour reconnaître l'importance de la protection de la nature. C'est vrai qu'il n'y a pas de précédent dans le droit des États-Unis concernant la protection de la nature. Mais comme c'est arrivé aussi pour l'égalité entre hommes et femmes, il faut donc lutter pour ça aussi. C'est pour ça que nous demandons aux juges donc de considérer tout ça, donc s'assurer qu'il y aura de l'eau potable aussi pour notre enfant, les enfants de nos enfants. C'est important cette action menée par les citoyens de Toledo.
La Cour suprême a renvoyé le cas à la Cour de l'État et donc la procédure est encore en cours. Mais cela, au-delà du résultat, c'est très important pour montrer aux autres ce qu'on peut faire. Les communautés peuvent comprendre vraiment l'importance de la nature, de la défense de la nature, et les autres peuvent aussi apprendre de cette histoire. Merci beaucoup pour la possibilité qui m'a été donnée de montrer cette histoire et les images. Merci beaucoup à toi. C'est important de voir comment les gens aussi s'engagent pour la protection de la nature, pour la protection de l'environnement dans lequel ils vivent. Comme tu as dit, c'est vraiment très, très important. Maintenant, je donne la parole à Stéphane Mickelson, un membre du Parlement Sami. C'est un groupe de personnes qui vivent dans l'Union européenne. Et eux aussi, ils se battent, s'engagent pour la reconnaissance des droits de la mère Terre. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, les salutations de Sami. Je voudrais remercier donc la députée Marie Toussaint, le Parti des Verts et tous les organisateurs pour l'opportunité qui m'a été donnée de parler de ce sujet, de parler des droits de la nature, pour voir s'il s'agit vraiment d'une contradiction ou s'il y a un lien entre les droits humains et les droits de la nature dans notre monde. Et pour voir aussi quelles sont les perspectives possibles que nous apercevons par l'horizon. Moi, je suis membre du Parlement Sami depuis 1993. Donc, je suis un membre de l'Assemblée plénière. Et les Samis sont reconnus ont été reconnus dans la Constitution suédoise depuis 2011. Donc, je veux vraiment vous présenter ma déclaration. Mon nom est Stéphane Mickelson. Je suis un membre depuis longtemps du Parlement Sami et maintenant je suis président du comité des entreprises de ce Parlement. Depuis 1992, les écosystèmes ont changé beaucoup et maintenant nous vraiment vivons une crise. Nous sommes dans une spirale de plus en plus rapide du changement climatique qui ne suit pas la cupidité. Et donc, aujourd'hui, c'est important de souligner notre relation avec la mère Terre, notre responsabilité vis-à-vis des générations futures pour préserver la paix, l'égalité et la justice. Je vous présente une citation de la déclaration de Kimberley de 2002 en Afrique du Sud. Pendant la session plénière, la 69e, qui a eu lieu du 23 au 25 mai 2018, le Parlement Sami a approuvé une déclaration concernant le droit de la mère Terre. Et cette déclaration, entre autres, parle des droits de la mère Terre, donc le droit des créatures à l'existence, au respect, au rétablissement, au développement de vie, des processus de vie. Et le Parlement Sami a donc approuvé cette décision à travers une décision unanime. Il a approuvé cette déclaration vis-à-vis du changement climatique que nous tous nous voyons. Parce que ça, c'est une menace pour nous, pour notre existence. Et les États, néanmoins, et les entreprises aussi continuent à négliger ces droits qui concernent aussi les populations indigènes. Et ça, c'est négligé au niveau international. Il y a un an, la Cour suprême suédoise a rendu une décision dans le cadre de l'affaire Girja et le professeur de droit, Ovind Ravna, a résumé la décision comme il suit.
C'est-à-dire qu'il a dit que c'était surprenant que la Cour suprême a appliqué la ILO 169 pour justifier la coutume sami. Parce que la Suède n'était pas obligée à l'appliquer sur la base de droit conventionnel. Il s'agissait tout simplement d'un principe de droit international. Et donc, les pays n'étaient pas vraiment liés à ce principe sans aucune loi d'application. Autrement dit, le droit coutumier de la population sami, donc le jus cogens, a été appliqué et a été aussi considéré. Et ça, c'est très important. Le Parlement sami, pendant l'Assemblée plénière numéro 86 qui a eu lieu le 27 novembre 2020 et qui concernait aussi les droits sami vis-à-vis de la foresterie industrielle, a affirmé que le Parlement sami maintenant, c'est ceci beaucoup très inquiet à propos de la façon dont les ressources sont exploitées, soit excessivement exploitées. Donc, la transformation aussi des forêts naturelles en forêts industrielles. C'est vrai que les traces de notre histoire ne se trouvent pas dans des ressources écrites, dans des textes, mais dans les paysages dans lesquels nous vivons. Et donc, les traces de notre ancêtre peuvent être trouvées vraiment pas dans les antiquités répertoriées, mais dans le paysage dans lequel nous vivons, qui est menacé par les coupables blancs. Et donc, ces traces pourraient vraiment disparaître pour toujours. Et à travers les accords de Paris, la Suède s'est engagée aussi à s'engager contre les changements climatiques et donc à bloquer un peu le coupe blanc des forêts parce que ça cause aussi le fait que le dioxyde de carbone soit libéré dans l'atmosphère. Ce charbon, donc c'est dioxyde de charbon qui est stocké dans le sol. Et donc, comme le Parlement sami a déjà affirmé, nous avons le droit d'éviter que vraiment les poumons de notre terre soient percés, soient perforés. Et pour faire ça, il faut protéger notre forêt, éviter l'abattage des arbres et ça doit être bloqué immédiatement. Et ça a été aussi inclus dans le chapitre numéro 1 du document des Nations Unies, State of World's Indigenous People. Et donc, je vous présente aussi une petite citation. Tant que nous avons des eaux où les poissons peuvent nager, tant que nous avons de la terre où les rennes peuvent pâturer, tant que nous avons des forêts où les animaux peuvent être protégés, une fois que nous avons perdu tout ça, où irons-nous? Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons apprendre beaucoup de ce que vous avez partagé avec nous, de votre exemple. Madame Monique Bay, vous êtes un expert de philosophie écologique en particulier. Et donc, je vous prie de nous présenter votre analyse et votre perspective. Bonjour à toutes et à tous. C'est un privilège pour moi que d'être ici pour vous faire partager quelques réflexions au sujet des éco-philosophies des peuples autochtones et l'incidence que ceci a sur les droits de la nature. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention les commentaires et les interactions de David, de Tish et de Stéphane. Et il y a une chose qui me revient sans cesse à l'esprit.
à savoir que les choix d'une personne vont toujours dépendre de ses valeurs. Je ne peux pas faire un choix qui ne repose pas sur mes valeurs, c'est ce que je veux dire. Et donc, on ne peut pas protéger quelque chose que l'on ne respecte pas au départ. Et c'est exactement ce que signifient ces éco-philosophies autochtones. Et je voudrais vous faire partager ma présentation PowerPoint. Je n'ai pas énormément de diapos à vous montrer ce soir. Voilà, j'espère que cela fonctionne. Et je voudrais rapidement vous donner cette présentation. Je voudrais vous expliquer le quoi, le comment et le pourquoi. Tout d'abord, quoi? De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de ces éco-philosophies qui sont étroitement liées à la protection des droits de la nature? Je pense qu'il est très important de reconnaître cet aspect de la protection des droits de la nature. Nous voulons reconnaître les communautés autochtones et leur donner le pouvoir d'appliquer leurs éco-philosophies. C'est vrai que l'on ne parle pas beaucoup du fait que les éco-philosophies font référence à la nature. Et je pense que c'est certainement une solution importante pour faire appliquer les droits de la nature. Pourquoi est-ce important? Eh bien, ces éco-philosophies promeuvent le respect de la nature dès aujourd'hui. L'homme et les êtres humains ne sont pas en dehors de la nature, ils font partie intégrante de la nature. Ils font partie de la communauté terrestre. Et donc l'homme n'est pas supérieur comparé aux autres éléments, aux autres composantes de la communauté de la Terre. Et c'est de là que vient le fondement des éco-philosophies. Et je suis sûre que c'est lié également aux philosophies que l'on retrouve, les philosophies Ubuntu, par exemple. L'homme est un être humain parce qu'il fait partie de la communauté. Il n'est pas seul, isolé en tant qu'être humain. Et ceci est vraiment élargi à l'ensemble de la communauté. Et cette philosophie et Ubuntu est liée à ces éco-philosophies autochtones. Et je dirais qu'il y a deux éléments qui sont peut-être séparés, mais qui sont étroitement liés. D'un côté, nous avons les droits de l'ensemble des membres de la communauté terrestre. Et ces droits sont étroitement liés. Donc les droits de l'homme, les droits de la nature, les droits des animaux, les droits des plantes, des végétaux sont tous liés les uns aux autres. Et l'on ne peut pas exercer l'un de ces droits sans respecter les autres. Sinon, vous avez une recette pour la destruction. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et le deuxième aspect correspond à la jurisprudence terrestre qui va en fait au-delà de la jurisprudence humaine. La jurisprudence que l'on voit aujourd'hui dans nos lois, dans notre cadre juridique, nous voyons que nous essayons d'empêcher les communautés de faire respecter leurs droits. Tous les membres de la communauté terrestre, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'êtres humains, ils ont tous ce droit. Si vous êtes membre de cette communauté, vous avez trois droits fondamentaux. Le premier droit, c'est le droit à l'existence, le droit d'être, le droit d'exister. Le deuxième droit est le droit à l'habitat. Et le troisième droit, c'est le droit de jouer son rôle dans les processus qui se renouvellent sur la Terre. Et ces droits sont étroitement liés, doivent être unis pour ensuite construire un ensemble résilient sur la Terre. Et donc, si vous avez des lois environnementales qui tolèrent la dégradation de l'environnement, ou des lois qui ne sont que des lois réactives, qui ne font que réagir face à la dégradation de l'environnement, eh bien, cela ne peut pas refléter cette philosophie. Cela ne reflète pas cette philosophie basée sur le respect, basée sur la communauté. Et cette philosophie naturelle, cette philosophie, cette loi naturelle est détruite aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des problèmes avec des lacunes, des effets délétères et des effets néfastes de la destruction de l'environnement sur la Terre. Alors voici un schéma qui essaye d'illustrer un petit peu ce que je viens de dire. C'est une illustration
qui vous montre comment différents éléments de la nature sont liés les uns et aux autres. Nous ne pouvons pas fonctionner de façon isolée. Et aujourd'hui, nous parlons des droits de la nature et donc nous parlons également de droits humains. Et si nous parlons de droits humains, nous parlons également de droits de la nature. Ils ne sont pas distincts, ils ne sont pas séparés les uns des autres. Mais comment pouvons-nous nous engager dans ces éco-philosophies indigènes ou autochtones? C'est toujours un problème parce qu'il n'y a pas d'approche qui pourrait fonctionner pour tous, bien entendu. Il n'y a pas de taille unique. Toutes ces solutions, toutes ces philosophies doivent être adaptées au contexte. Mais si l'on suit ces éco-philosophies, elles devraient toujours fonctionner. Il y a un modèle central. Et si vous regardez la photo qui se trouve en toile de fond de cette diapo, vous verrez à gauche une photo qui représente la forêt sur cette balance de la justice et à droite, vous voyez une représentation du développement. C'est le mot que j'utiliserai. Donc, pour la représentation de la forêt, vous pouvez ajouter des éléments de la communauté terrestre. Et l'essence de cette photo réside dans le fait que les droits devraient être relationnels, je dirais. Cela signifie qu'il faudrait qu'il y ait un lien entre les droits humains et les droits de la nature. Et c'est la seule façon de faire fonctionner le système. Et donc, je dis ici que les droits qui promeuvent les droits relationnels, les droits, les lois qui offrent un contexte et qui définissent des limites aux droits humains doivent être réalisés dans le cadre d'une considération des besoins de la nature. Il faut également reconnaître la fonction unique que la nature joue dans l'écosystème. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, par exemple, que vous allez reconnaître le droit à l'existence de l'Ariva. Mais vous aurez peut-être oublié qu'il y a également des droits de propriété qui existaient bien avant. Les droits des pêcheurs, les droits des agriculteurs qui vivaient autour de la rivière. Donc, comment trouver un juste équilibre entre les droits de la rivière et les droits des personnes qui existaient et qui vivaient de la nature ou de la rivière? Et c'est là que d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ceci ne doit pas vous empêcher d'exploiter, entre guillemets, la nature, si je peux utiliser ce terme. En fait, ça va plutôt vous empêcher d'exploiter la nature d'une façon telle que la nature ne pourra pas retrouver sa fonction naturelle et ne pourra pas se remettre de cette exploitation. C'est là qu'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle on a ajouté cette phrase à la fin de la citation ici. La nature peut uniquement être exploitée de façon à ce que ces fonctions vitales soient maintenues et protégées. Si l'on érode et si l'on abîme les fonctions vitales de la nature, on se retrouve face à des problèmes importants. Et donc, si vous préservez les droits de l'homme et les droits de la nature, alors il n'y a aucun problème. Mais les droits de la nature doivent être une norme minimale à respecter pour assurer le fonctionnement et le respect des droits de l'homme. Et ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ce fragile équilibre que nous devons atteindre si nous voulons respecter l'intégrité de notre écosystème. Et j'en viens maintenant à ma conclusion. Ma conclusion me permettra simplement de répéter le fait que les droits de la nature, et lorsque l'on parle des droits de la nature, lorsque l'on veut promouvoir et protéger les droits de la nature, lorsque l'on veut prouver l'importance des éco-philosophies autochtones, eh bien, on ne doit pas forcément adopter une position extrême. Ce que l'on essaye de faire, c'est de défendre cet équilibre fragile pour assurer un développement durable. Et c'est là la vraie définition du développement durable. Donc, ma conclusion est la suivante. La conservation est un état d'harmonie entre l'homme et la terre. C'est une citation d'Aldo Leopold. Si la gestion de l'écosystème vise
à s'épanouir et si l'on a une relation entre le nouvel objectif de préservation de l'intégration écologique et l'ancienne norme permettant d'offrir des biens et des services aux êtres humains, eh bien, on doit vraiment trouver un équilibre entre les deux. Et ceci dépend des services utilitaires permettant de reconnaître la folie de la consommation sans fin. Et donc, il est très important de trouver cet équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait une prédominance de la jurisprudence humaine sur la jurisprudence de la Terre. Il faut qu'il y ait une coexistence entre les deux pour pouvoir respecter l'intégrité écologique et pour que tous les membres de la communauté terrestre puissent jouer leur rôle, leur droit à exister, le droit à l'habitat et le droit de jouer ce rôle dans le respect de l'intégrité de la Terre. Alors, je ne sais pas si j'ai dépassé les 7 minutes de temps-parole. Si c'est le cas, eh bien, je m'en excuse, mais je voudrais vous remercier de votre attention et j'ai hâte de savoir quelle est la voie que va suivre ce débat et ce que nous pourrons réaliser ensemble. Merci beaucoup, merci. Je pense que vous avez bien respecté le temps qui vous avait été imparti et comme Louise le dit dans le chat, c'est effectivement un exposé très intéressant. Merci de cette excellente présentation. Effectivement, il est très important de promouvoir cet équilibre dans notre approche. Et je pense que nous avons là matière à réflexion et je suis sûre qu'il y aura également des questions à ce sujet tout à l'heure. Bien, nous avons déjà abordé de nombreuses questions importantes, mais il y a également un éléphant dans la pièce. Plus particulièrement si je regarde l'Europe. Il ne faut pas oublier le rôle des villes dans la nature et dans le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que Valentine, vous avez de nombreuses propositions à nous présenter à ce sujet. Donc, je vous donne la parole immédiatement. Merci, merci Marie, merci à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir avec vous. Et je voudrais aborder une question qui est liée aux différents points abordés par les intervenants précédents, à savoir le rôle des villes et le changement de paradigme. Un paradigme orienté sur la terre, parce qu'effectivement, il y a une interdépendance entre les villes, la justice environnementale, l'engagement communautaire et la vie des espèces sur la terre. Et je voudrais citer quelques chiffres qui sont assez étonnants. Les villes occupent 2% de la surface de la planète, mais sont responsables de l'utilisation de 75% de ces ressources naturelles. Et si vous considérez ces chiffres, eh bien, on peut se dire qu'en 2050, nous aurons une grande majorité des personnes et des habitants de la Terre qui vivront dans les villes. Et je pense qu'il est très, très important donc d'aborder le rôle des villes si l'on veut protéger les droits de la nature, parce que ce sont dans les villes que l'on a la plus grande utilisation des ressources. Et c'est là que l'on retrouve également beaucoup de biodiversité. Nous avons le littoral, les rivières, les fleuves, et plus les villes se développent et plus il y aura une incidence négative sur la nature, surtout si l'on continue à se développer comme on le fait aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons besoin d'un changement de paradigme, surtout dans la façon dont nous comprenons la façon dont ces villes peuvent se développer et surtout si l'on veut reconnaître le rôle des écosystèmes pour garantir un environnement sain. On a parlé d'eau potable, de pollution, de fertilité du sol, des cycles naturels, des nutriments de la terre, le contrôle des inondations, la sécurité alimentaire, les substances toxiques et dangereuses que l'on retrouve, les communautés vulnérables, etc., etc. La liste est infinie. Et je pense que du point de vue des écosystèmes, on peut également réfléchir à l'incidence négative des villes sur les écosystèmes, sur la taille des habitats. Ceci a une incidence sur les différentes espèces, sur la disponibilité des ressources, sur la concurrence qui existe entre différentes espèces. Et donc, le développement urbain des villes a une incidence sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Et bien entendu, c'est un lien avec les droits de l'homme dont on vient de parler et l'existence humaine dépend de ces droits. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il est vraiment très important de réfléchir à la façon
façon dont on développe nos villes. Et ce qui est important ici, c'est l'engagement des communautés. Et si vous regardez les mouvements de promotion des droits de la nature à travers le monde, vous verrez qu'on met l'accent sur les valeurs euh, de ces communautés autochtones. Cet engagement de la communauté est très important parce que cela permet de promouvoir une justice. Cela permet également aux communautés marginalisées de se faire entendre dans le processus décisionnel. Et donc, je pense que nous avons un choix à opérer ici. D'un côté, nous pouvons essayer de nous rattraper en essayant d'éteindre les incendies que nous avons démarrés pour réparer les choses, ou alors nous pouvons essayer de travailler en termes de prévention pour éviter ces problèmes et pour développer des relations plus saines avec la nature, pour défendre les droits de l'homme et les droits de la nature. Et je pense qu'ils sont étroitement liés, bien entendu. On ne peut pas aborder les droits de la nature sans aborder les droits de l'homme. Et nous devons absolument promouvoir des stratégies qui puissent promouvoir ces deux types de droits. Et je pense qu'il faut également reconnaître le fait que nos ressources sont limitées et nous allons, à un moment donné, atteindre un point de non-retour. Et nous ne pourrons plus défendre les droits de l'homme si nous ne défendons pas les droits de la nature. Donc, que devons-nous faire? Et j'aimerais pouvoir vous présenter la solution miracle ici, mais je pense qu'au lieu d'extraire toutes les ressources de la nature, c'est ce que font la plupart des villes, eh bien, nous devons plutôt protéger la nature et nous devons considérer que la protection de la nature est un droit fondamental et c'est essentiel. Nous devons également reconnaître que l'urbanisation est la source de pratiques destructrices qui vont à l'encontre de ces droits. Donc nous devons adopter une nouvelle gouvernance, une nouvelle approche. Nous devons reconnaître que les villes ont un rôle important à jouer pour protéger les écosystèmes dans lesquels ces villes sont installées. Il faut reconnaître également l'incidence négative que cette urbanisation a sur les communautés vulnérables et marginalisées. Ce sont des communautés qui sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment des problèmes sanitaires. Donc, il faut regarder la demande en énergie, la façon dont les ressources sont générées et utilisées dans la construction, dans l'industrie. Donc, en tant que société, nous, en tant que groupe de citoyens, en tant qu'ensemble de communautés, d'instruments, d'industrie, pardon, de gouvernement, nous devons vraiment réfléchir à la façon dont nous agissons. Et donc, de façon très concrète, je pense que nous pouvons réaliser cet objectif via un modèle de gouvernance plus démocratique, plus centré sur l'environnement pour réduire notre incidence sur l'environnement et pour donner une voix aux communautés marginalisées, pour qu'elles puissent également avoir accès à la justice. Et nous devons nous débarrasser des principes anciens, dangereux, fondés sur la croissance économique et le développement. Ce ne sont pas des notions qui sont négatives en elles-mêmes, mais elles sont négatives si elles vont à l'encontre des droits les plus fondamentaux. Et je pense que c'est très pertinent dans les villes. Si vous regardez la proportion d'industrie, de propriétaires terriens, donc nous devons impliquer l'ensemble des parties prenantes et nous devons appliquer des stratégies qui soient viables et durables d'un point de vue environnementale, en plaçant la planète au cœur de nos préoccupations. Donc, je pense que nous devons toujours tenir compte de la biodiversité, de la santé des écosystèmes lorsque nous adoptons des stratégies. Et donc, en guise de conclusion, lorsque nous regardons tous ces éléments, toutes les questions dont nous avons parlé ce soir, je pense qu'il est clair que tout cela est lié. Les droits des communautés, la protection de la biodiversité des écosystèmes, la résilience en tant qu'espèce, en tant que planète, tous ces points sont intrinsèquement liés. Et je pense qu'il faut intégrer tous ces éléments grâce à des modèles de gouvernance orientés sur l'environnement et ceci devrait être le pilier du développement durable à l'avenir. Voilà, merci de votre attention et j'ai hâte de pouvoir discuter de tout cela avec vous ce soir. Merci, merci à vous, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a énormément de questions qui nous arrivent sur le chat et sur Facebook et j'en ai tout autant dans la tête d'ailleurs. Alors, je vous propose peut-être de lancer le débat et avant tout, je voudrais donner la parole à mes collègues du Parlement européen afin qu'ils puissent réagir. Je vois Petros et Mohamed. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Je vois que vous avez allumé votre caméra vidéo. N'hésitez pas. Mohamed, je vous en prie. Oui, merci beaucoup.
Merci Marie et merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. J'ai écouté tous ces intervenants avec beaucoup d'intérêt et c'est vrai que dans une certaine manière, mais d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, merci. Et donc, je pense que lorsque l'on parle des droits humains, des droits de la nature, et j'ai beaucoup aimé l'exemple du lac Erie parce que là, c'est vraiment concret. Les gens ont vraiment compris que l'eau potable était centrale pour leur santé et que c'était essentiel de défendre des droits de la nature. L'air pur doit être également un droit de l'homme. Et comment pouvons-nous garantir un air pur à l'avenir dans les villes et même en dehors des villes? Donc, j'ai beaucoup aimé la philosophie Ubuntu. Effectivement, vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne respectez pas. Et en fin de compte, je pense qu'il s'agit d'une question de sensibilisation, d'éducation. Nous devons sensibiliser les générations futures, les jeunes, pour veiller à ce que cette planète soit préservée, parce que nous n'avons qu'une seule planète. Et donc, nous devons veiller à ce que les grands pollueurs, les grandes entreprises qui causent tous ces dégâts sur l'environnement, mais aussi les coûts liés à la réparation de ces dégâts, eh bien, il faut veiller à ce que les pollueurs payent pour cette réparation et que ce ne soient pas les citoyens qui en payent le prix. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit renforcer. Et on ne doit pas choisir entre les droits humains d'une part et les droits de la nature d'autre part. Je pense que nous devons effectivement considérer que les droits de l'homme et les droits de la nature vont de pair. Et les droits de l'homme font même partie intégrante des droits de la nature. Donc, j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention à ces différentes interventions. Et je pense qu'en tant que responsables politiques, nous devons voir ce que nous pouvons faire pour créer les lois, créer les conditions permettant de protéger la nature et pour être certain que nous commencions à respecter et à protéger notre planète parce que nous n'en avons qu'une. Et voilà tout ce que je voulais vous dire à ce stade. Et je pense que Marie et d'autres membres du Parlement sont déterminés pour se pencher sur les lois, pour être sûr que l'on ne se contente pas de beaux discours et que l'on puisse effectivement adopter des lois pour faire appliquer ces concepts pour que les grandes entreprises et que les grands pollueurs soient obligés de respecter la nature. Et je suis vraiment prêt à vous accompagner et à faire de mon mieux pour atteindre cet objectif. Je vous remercie. Yes, super. Welcome. Welcome with us and Happy New Year. Bienvenue, bienvenue et bonne année. Je suis Sipa Pitkanen. J'ai suivi votre discussion, mais je m'excuse, j'ai eu des soucis de connexion. C'est pour cela que je vous rejoins maintenant et que vous ne me voyez pas. Je ne peux pas allumer ma caméra. Est-ce que tu veux partager avec nous des commentaires sur ce qui a été dit? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir organisé cet événement. Moi, j'espère que ce soit vraiment que le début d'un réseau ample de discussions sur ces droits. Donc, tout d'abord, je suis d'accord avec tous les points qui ont été soulevés ce soir. Et je partage donc tout ce qui a été dit en termes des philosophies écologiques et je suis tout à fait d'accord avec les points qui ont été soulevés, donc concernant les droits humains en particulier et donc la nature humaine. Et ce concept, surtout, qui est totalement artificiel et qui a été créé par nous de façon rationnelle, donc c'est un peu le concept de corps humain, droit humain, dimension humaine qui a été développé. Il faut aller au-delà de ça. Et ce qui est important, c'est de considérer donc l'individu
l'individu, donc sa dimension individuelle, mais le fait aussi qu'il vit dans un système, dans un écosystème, donc dans lequel vivent aussi différentes espèces. Donc, il y a des différents éléments qui composent le système et chacun a une partie des écosystèmes. Et je voudrais soulever 3 points principaux. D'abord, j'espère que nous vraiment pourrons faire quelque chose, attendre des résultats avec le réseau qu'on va développer, parce que c'est un changement de paradigme très, très important qu'il faut atteindre. C'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi apprendre dans les écoles. Il faut éduquer les gens à ce changement. Il y a des théories qui ont été déjà développées il y a plusieurs années, donc il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Deuxièmement, j'espère que nous serons en mesure donc de réveiller ce mouvement environnemental au niveau global et donc de promouvoir cette vision écocentrique du monde. Nous devons vraiment travailler pour 2 buts. Donc, promouvoir une approche pratique plutôt que de principe et avec la promotion des droits de la nature, on peut transformer la dégradation et les dégâts environnementaux en des vrais crimes. Donc, on peut vraiment poursuivre les coupables de ces crimes. Et nous avons aussi écouté des exemples à ce propos ce soir. Après, le deuxième point, je vois plein de séminaires et de chercheurs, et de mouvements écocentriques qui sont en train aussi de se développer. Il y a des avocats aussi, des juristes. Chacun devrait donc exploiter ses contacts donc pour créer un lien entre ces mouvements et ces personnes qui veulent participer à ce mouvement. Les ONG qui aussi s'engagent pour la biodiversité. Comme nous avons écouté ce soir, dans les présentations, c'est important donc d'engager plusieurs acteurs. Et ça, il faut le faire. Même si ça prend du temps, il faut vraiment créer ce réseau. Et enfin, nous devons aussi promouvoir le rôle de l'Union européenne dans la reconnaissance aussi de l'écocide, à travers aussi la directive sur les droits fondamentaux de la nature. Donc, il faut commencer quelque part pour atteindre notre but. Donc, je m'arrête ici comme on est déjà assez tard, mais je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Tu nous as donné vraiment toute une liste de points sur lesquels on peut travailler. Et donc, on peut développer des projets. Donc, merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Pedro Skokalis. Et après, on passera aux questions. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était une conversation très intéressante. J'ai beaucoup appris. Et je crois que vraiment la reconnaissance des droits de la nature soit vraiment la clé pour atteindre notre objectif. Donc, vraiment, pour atteindre
aussi un développement de l'humanité qui soit lié aussi à la protection de la terre et de la nature. Je voudrais soulever deux points. Maintenant, c'est clair à travers la pandémie que nous vivons. C'est clair qu'il y a un lien entre les maladies donc, et la protection de la nature et la pollution. Et donc, c'est important de voir le lien entre la santé humaine et la santé de la nature, qu'il s'agit de la même chose. Je crois que c'est une étape très, très importante à franchir. Et c'est important aussi d'avoir cette discussion sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, à ce point crucial de l'histoire, c'est important aussi de faire des réflexions de nature politique. Parce que du point de vue politique, nous risquons de vivre une pandémocratie, c'est-à-dire une démocratie un peu conditionnée et soumise à cette situation de pandémie, à cette situation que nous vivons. Et donc, c'est ce que nous voyons dans plusieurs pays, ce qui se passe. Mais il faudrait avoir une démocratie différente qui est vraiment définie, gérée et régie par tout le monde à travers plus de droits collectifs, à travers des valeurs différentes. Je crois que c'est vraiment important de souligner la reconnaissance des droits de tous et de tout le monde et de tout aussi. Donc, les droits des écosystèmes aussi. Donc, je crois que c'est vraiment un point crucial. Ça, c'est une étape cruciale à franchir. Essayez de voir pourquoi le droit aussi à un environnement sain ne fait pas partie de la Convention européenne des droits humains. Bon, donc, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Petros. Et je dois dire que nous avons vraiment de la chance de vous avoir ce soir parce que vous avez une expérience énorme sur la base du travail que vous faites depuis des années. Et donc, c'est vraiment intéressant, épanouissant d'avoir vos contributions ce soir. On a un quart d'heure à notre disposition pour répondre aux questions. Donc, je vous invite aussi à partager des commentaires ou à répondre à des questions. J'ai choisi 3 questions et après, je vous laisserai le temps de répondre à ces 3 questions ou à partager vos commentaires. Je vous laisse libre de choisir. Donc, la première question est un peu alignée avec ce que Sirpa a dit et que David a parlé de la Convention de Stockholm et le gouvernement de la Suède en 2002 a demandé d'organiser cette conférence de Stockholm. Et donc, c'est une conférence qui a eu lieu après le sommet de la Terre. Et donc, il y a un changement donc, dans le rapport entre les droits humains et les droits de la nature. Donc, quelle est votre impression? Quelle sera la place de ces droits de la nature dans l'agenda de cette conférence de Stockholm? Donc, si vous avez quelque chose à partager avec nous de la perspective des Nations unies. Après, il y a aussi une question de Benjamin de la France. Donc, qui sera le porte-parole de la nature? Qui s'engagera donc pour la nature? Donc, qui aura le pouvoir de parler, de s'engager, d'agir pour la nature? Donc, comment pouvoir structurer cette action
C'est une question que nous avons déjà eue dans notre dernière conférence. Et après, j'ai une troisième question. Peut-être une question pour Madame Onikbe, mais c'est peut-être aussi pour tous les autres. Alex nous demande quelle serait la différence entre l'écophilosophie indigène d'exploitation des écosystèmes et la durabilité. Donc, au-delà du changement de valeur, l'action et le résultat seront les mêmes. Ça, c'est un peu la question. Donc, je donne la parole à tout le monde qui veut intervenir en premier, qui veut partager ses commentaires avec nous. Vous pouvez lever la main, vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro. David. Merci aux autres intervenants vraiment pour leur intervention très intéressante. En ce qui concerne la conférence de Stockholm, nous devons vraiment considérer la crise que nous vivons, donc nous devons aussi répondre à cette crise. Donc, l'Union européenne, ainsi comme le gouvernement de la Suède, doivent vraiment montrer l'exemple et inclure dans les droits humains le droit aussi à un environnement sain. Et la conférence de l'année prochaine devra aussi inclure donc une discussion sur ces droits, donc la nécessité aussi de réconcilier les droits humains avec le droit de la nature, qui est vraiment nécessaire pour notre vie. Les êtres humains sont totalement dépendants des écosystèmes qui soient sains, qui soient efficaces, qui sont dans des conditions saines. Donc, ça doit être vraiment le pilier de l'action et des débats de la conférence de Stockholm de l'année prochaine. Et je voudrais aussi répondre à la question de qui a le droit de parler pour la nature. En Équateur, tout le monde peut parler au nom de la nature. Donc, tout le monde, n'importe qui peut agir pour la nature, en faveur de la nature. Donc, ils ont plusieurs lois et politiques qui incluent aussi la dimension de la nature. Ça, c'est vraiment une action qui doit vraiment permettre à tout le monde de s'engager, de participer, donc de parler en faveur de la nature. Merci. Donc, nous sommes en train de revoir le règlement de l'Union européenne et donc pour permettre aux individus d'avoir accès aux moyens d'engagement aussi pour la nature. Et moi, je serais vraiment intéressée de suivre aussi l'évolution des événements dans ce sens-là. Ngozi, est-ce que tu veux aussi dire quelque chose? C'était pour moi? Oh, désolée. J'ai eu une petite panne de réseau. Mais je voudrais répondre à la question concernant la durabilité. Comment on peut, de quelle façon l'insérer dans la philosophie écologique? Donc, faire quelque chose parce que quelqu'un nous pousse à faire quelque chose, c'est différent de faire quelque chose parce qu'on croit que c'est la chose à faire. Ça c'est différent. Donc, parce que toutes les activités qui ont été réalisées jusqu'à maintenant se basent sur des symptômes, pas sur vraiment les causes. Donc, il faut vraiment commencer à penser, considérer ce que les gens pensent. Donc, comment
engager, faire en sorte que les gens s'engagent. Donc, parler des comportements. Donc, il faut vraiment adresser les gens et surtout les gens qui agissent sur la base de ce qu'ils croient, sur la base des convictions. Ça, vraiment, ça fait la différence. Et c'est ce qui est à la base de la philosophie écologique indigène. Il faut de la patience. C'est bien de parler de l'écologie, etc. Mais les gens doivent être vraiment passionnés des, vraiment pour un sujet, pour une action. Donc, il faut comprendre ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et comprendre pourquoi on le fait. Ça, vraiment, c'est la différence. Thanks a lot, Ngozi. Valentine, Val. You want to react to one of the questions or whatever has been said before? With your micro on. Valentine, est-ce que vous souhaitez réagir? Mais avec votre micro, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il est très important de commencer à adopter ce principe des droits de la nature partout, dans toutes les juridictions, parce que je pense que cela aborde et cela touche à toutes les questions dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit en ce qui concerne le modèle de gouvernance ou l'organisation de la communauté. Si les droits de la nature sont notre point de départ et le fondement de tout, eh bien, cela ne fera de mal à personne. Nous en avons besoin. Et donc, je pense qu'il est important d'adopter ces principes parce qu'effectivement, sinon, la nature est exploitée par des industries puissantes. Alors que si le fondement est basé sur ces valeurs écocentriques, eh bien, je pense que nous pourrons fonctionner et cela vaut la peine qu'on se batte pour ça. Parfait, merci beaucoup, Valentine. Je me tourne vers Tish et ensuite je donnerai la parole à Stéphane. Et je voudrais également vous dire que nous allons certainement tous et toutes être frustrés parce que vous avez beaucoup de questions. Néanmoins, nous avons enregistré toutes vos questions. Vous pouvez continuer à nous les envoyer. Et après la conférence, nous allons rassembler toutes ces questions, les envoyer aux intervenants et tenter d'y répondre. Pour obtenir une réponse, vous devrez vous inscrire sur le lien que vous trouverez dans l'événement Facebook ou en répondant à l'email que vous avez reçu. Et de cette façon, vous serez inclus dans la liste de contacts par mail pour cette conférence et nous vous enverrons les réponses à vos questions. Voilà, j'espère que ça a été clair et c'était simplement pour éviter toute frustration. Merci. Tish, oui, effectivement, nous avons énormément de choses à dire et peut-être pas suffisamment de temps, mais je suis tout à fait d'accord avec tous les intervenants de ce soir. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qui a la possibilité ou le droit de mettre en œuvre cette déclaration des droits du lac Erie. Ce ne sont pas seulement les communautés. Le gouvernement est concerné et c'est vrai que les gens ont essayé pendant 2 ans de travailler dans le système et de faire changer d'avis les élus et cela n'a pas fonctionné. Et c'est vrai qu'ils ont dû recourir à d'autres méthodes. Et je pense que c'est très important de montrer comment faire. Et c'est vrai que très souvent, on voit qu'il y a une distinction entre notre culture et la nature. Moi, j'entends des gens qui me disent: «Ah, on va sortir, on va aller au parc, on va aller dans la nature» et ils ne comprennent même pas qu'ils font partie de la nature et que la nature, elle est juste là, juste en dehors de leur maison, de l'autre côté de la fenêtre. Et je pense que nous devons vraiment éduquer et sensibiliser les gens, surtout dans nos cultures occidentales. Les gens ne comprennent pas non plus d'où viennent les ressources qui sont utilisées pour les produits qu'ils utilisent. Ils ne se rendent pas compte non plus des déchets qu'ils produisent. Ils ne savent pas où vont ces déchets qui ne font que disparaître. Et donc, il y a une grande responsabilité vis-à-vis de la nature. Et puis, ce sont les grandes entreprises qui rédigent les lois. Et puis, les gens suivent. Et donc, je pense qu'il y a un danger parce que les droits de la nature pourraient simplement être détournés par les gens qui sont au pouvoir, par les gens qui ont le pouvoir. Et
c'est vrai que ce n'est pas parce que les droits de la nature sont évoqués qu'ils sont vraiment respectés et je pense qu'il faut sensibiliser et éduquer le public parce que c'est du public et des citoyens que pourra venir le changement. Il faut vraiment adopter une approche ascendante. Merci, merci. Intervention tout à fait logique pour quelqu'un qui travaille au niveau de la communauté. Merci beaucoup, Tish. Et je voudrais maintenant donner la parole à Stéphane. Oui, merci beaucoup. Et je pense que nous partageons tous le même destin. Nous avons parlé de la Convention de l'OIT 169. Nous savons que le changement climatique aura une incidence bien plus forte dans l'Arctique que comparé au reste du monde. Donc finalement, quelles sont les conclusions? Je pense que la seule conclusion que l'on peut tirer, c'est que des mesures de protection devront être 2 fois plus importantes dans le cercle polaire et pas seulement en Afrique. Il faut que cela commence et que cela soit très solide pour que l'on puisse protéger la biodiversité, pour que l'on puisse vraiment avoir une nature résiliente qui puisse faire face au changement climatique. Aujourd'hui, nous savons que 5% des personnes concernées vivent dans des villes qui utilisent 85% de la biodiversité. Donc, nous devons protéger la vie de l'homme en protégeant les droits de la nature. Et je pense que nous devons accepter cela. Et le droit international, le système juridique, même en Europe, doit protéger cette évolution dans ce sens pour que cet objectif soit réalisé dès que possible. Un grand merci. Merci beaucoup, Stéphane. Effectivement, je pense que c'est très bien que l'on entende les mots d'un représentant du peuple sami, parce qu'effectivement, le peuple sami est certainement l'un des peuples les plus exposés d'Europe aux changements climatiques et aux écocides et aux attaques contre l'environnement. Je voudrais vraiment toutes et tous vous remercier. J'aurais aimé que l'on ait 1 heure de plus pour discuter de ces questions vraiment passionnantes, mais il se fait tard et puis avec les visioconférences sur Zoom, c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir des discussions prolongées, mais j'espère que le débat que nous avons mené aujourd'hui permettra finalement d'avoir un effet boule de neige et de faire des petits, je dirais. Je voudrais inviter peut-être nos intervenants à rester un petit peu plus longtemps pour que l'on puisse encore discuter après la clôture de l'événement. Je voudrais remercier tous les participants de nous avoir rejoints. Vous retrouverez bien entendu un lien pour le replay sur Facebook. Je pense que la version française sera également disponible sur YouTube. Et si vous souhaitez obtenir des informations au sujet de cette série d'événements, vous pouvez vous inscrire en suivant le lien qui a été partagé avec vous dans l'invitation que vous avez reçue pour cette conférence. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec Petros Kokalis, avec Mohamed Chaïm, avec Sirpapi Tekanen, nous allons continuer à travailler pour promouvoir ces droits, pour veiller à protéger l'environnement et les habitants de la Terre. Nous allons poursuivre ce travail au sein du Parlement européen et j'espère que tous les intervenants que nous avons entendus ce soir vont continuer leur combat. Et n'oubliez pas que nous avons également cité différentes pétitions et nous avons besoin de votre soutien, de vos signatures. C'est vrai que l'on aurait pu également parler d'autres pétitions comme la pétition qui vise à mettre un terme aux écocides, mais on va en rester là pour ce soir. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre participation. Alors, j'ai peut-être oublié de dire une chose. Je voudrais remercier également les interprètes qui nous ont aidés ce soir pour assurer la traduction en français. Ce sont des personnes invisibles, mais qui sont néanmoins très précieuses. Nous dépendons de leur travail et les interprètes remercient également l'ensemble des participants. Merci beaucoup de ces quelques mots. Voilà, je voudrais dire au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Je pense que nous pouvons maintenant terminer la diffusion en live sur Facebook et clore l'accès public à cette conférence. Je vous remercie encore toutes et tous de votre attention et de votre participation. Voilà, nous ne sommes plus en